pretty exciting. Almost got in a car crash because of it. The problem was it just sounded horrible. It was like it wasn't as loud as the other songs. Les Doors étaient l'un des groupes de rock les plus célèbres des années 1960. Cependant, les tensions au sein du groupe et l'abus de drogue de Morrison ont conduit à des bagarres en coulisses, révélant des problèmes non résolus au sein du groupe. Ce n'est qu'à l'âge de 78 ans que Robbie Krieger a révélé les terribles raisons pour lesquelles le groupe emblématique s'est séparé. Qu'ont-ils gardé secret pendant toutes ces années? Laissez-moi le découvrir. Je veux m'assurer que vous êtes un amateur de musique. Si oui, commentez le numéro 1 dans la section des commentaires. Avant d'entrer dans les vérités qui vont être révélées, découvrons la vie de Robbie Krieger. Comment s'est déroulé son parcours et son accession à la célébrité? La vie de Robbie Krieger. Robbie Krieger a grandi dans une famille de musiciens. Sa mère aimait des artistes tels que Frank Sinatra, et son père, ingénieur. Lui a transmis sa passion pour la musique classique. Krieger a commencé son parcours musical au Menlo College, un internat, où il a créé un environnement idéal pour apprendre à jouer de la guitare grâce à des leçons structurées. Il a commencé par accorder son ukulélé de manière à simuler les notes les plus graves de la guitare, recréant ainsi les sons de ses disques préférés. C'est la première étape de son voyage musical. Au milieu des années 1960, Krieger étudie la guitare flamenco avec le professeur Frank Chin. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il a poursuivi ses études à l'Université de Californie, à Santa Barbara. Krieger a été fortement influencé par des guitaristes tels que Wes Montgomery, Albert King et Larry Carlton. Ses goûts musicaux ont continué à se développer sous ses influences. La formation flamenco de Krieger, combinée à la diversité de ses styles musicaux, a créé une technique de guitare distinctive qui est particulièrement évidente dans le morceau Spanish Caravan des Doors. Son style de guitare se distingue par sa polyvalence et son originalité, reflétant les nombreuses influences musicales qu'il a absorbées tout au long de sa vie. En 1965, l'arrivée de Robbie Krieger dans le groupe The Doors a marqué un tournant dans l'histoire du rock. Quel a été l'impact de cette légende sur la musique rock? Voyons comment il est entré dans l'histoire. Un moment important de l'histoire du rock. Après le départ des frères du claviériste Ray Manzarek, Krieger rejoint le groupe avec le batteur John Densmore, l'énigmatique chanteur Jim Morrison et Ray Manzarek. Lors d'une répétition, Morrison est fasciné par le jeu de guitare de Krieger et a l'idée d'incorporer son jeu de guitare slide caractéristique dans chaque chanson du premier album de The Doors. Grâce à la diversité des goûts musicaux de Krieger, à ses talents de compositeur et à son jeu de guitare unique, The Doors ont développé un son tout à fait distinct. Co-auteur de nombreux succès tels que Love Me Two Times, Light My Fire, Touch Me et Love Her Madly, Krieger a grandement contribué au succès et à la popularité du groupe. Afin d'élargir leurs connaissances musicales, Krieger et Densmore se sont inscrits à la Kinara School of Music de Los Angeles, où ils ont eu l'occasion d'étudier avec le célèbre sitariste indien Ravi Shankar. L'exposition à la musique classique indienne a aidé The Doors à élargir leurs horizons musicaux et à créer un son unique qui les a distingués de leurs contemporains. En plus de son jeu de guitare, Robbie Krieger a également montré ses talents de chanteur lorsqu'il s'est retrouvé à la voix principale de Run in Blue. L'influence de Robbie Krieger dans son jeu de guitare technique, son écriture polyvalente et sa volonté d'expérimenter différents genres musicaux ont contribué à consolider la place légendaire des Doors dans l'histoire du rock. Cependant, outre sa célébrité et son talent, The Doors a également eu sa part d'apparitions controversées. Vous souvenez-vous de l'une d'entre elles? Apparition Controversée. En septembre 1967, les Doors sont invités à interpréter leur tube Light My Fire au Ed Sullivan Show. Cependant, avant l'émission, les responsables de la chaîne craignent que la chanson ne soit interprétée à tort comme une référence à la drogue, en particulier le mot « higher ». Ils ont demandé au groupe de changer les paroles. Bien que le groupe ait accepté, au moment du concert, Jim Morrison a chanté les paroles originales, mettant l'accent sur la phrase controversée devant un public national. Qu'il s'agisse de nervosité ou d'une action délibérée, les conséquences ont été immédiates. Ed Sullivan, l'animateur, est furieux et annonce que les Doors ne seront pas invités à participer aux 6 émissions restantes, comme promis. En réponse à cet avertissement, Morrison aurait parlé avec défi au producteur, démontrant ainsi son esprit intransigeant.
Ce geste audacieux a contribué à asseoir la réputation du groupe en tant qu'artiste fidèle à ses idéaux artistiques. Quelques mois plus tard, en décembre, les Doors participent à l'émission The Jonathan Winters Show, prouvant qu'ils continuent à repousser les limites de leur musique et de leur performance. En interprétant Moonlight Drive et Light My Fire, le groupe a fait preuve d'un charisme et d'une énergie sur scène qui le distinguent des autres groupes. Dans un moment d'autoréférence, alors qu'ils se produisaient au Winterland Ballroom de San Francisco, les Doors ont fait une pause pour se regarder à la télévision alors que leur performance était diffusée dans le cadre de l'émission The Jonathan Winters Show. Ce geste démontre leur ouverture à de nouvelles expériences et leur refus de se conformer aux normes conventionnelles, renforçant ainsi leur statut de pionniers de la musique rock. Face à l'énorme succès de leur premier album, les Doors ont été soumis à une pression accrue pour la sortie de leur deuxième album, les mettant au défi d'avoir plus de succès que le premier. Cela a créé une pression invisible pour eux. Comment s'est passé leur deuxième album? A-t-il surpassé le premier? Découvrons-le. Le déclin du succès. Les Doors enregistrent leur deuxième album studio, Strange Days, au Sunset Studios de Los Angeles, après leur prestation télévisée. L'utilisation de technologies de pointe, notamment le synthétiseur Moog, confère à leur musique un caractère surréaliste et avant-gardiste. Strange Days n'a pas connu le même succès commercial que le premier album du groupe, malgré la notoriété croissante du groupe. Avec une série de singles mal reçus, l'album a rapidement perdu sa place de numéro 3 sur la liste des albums du Billboard. Pourtant, les fans se sont attachés au tube phare de l'album, People Are Strange, et à son refrain inquiétant qui a servi de base au documentaire When You're Strange, sorti en 2009, qui retrace l'histoire du groupe. Bien que The Doors ait consolidé son statut de formidable groupe de rock avec ses deux premiers albums, un changement de composition s'est produit pendant les sessions de studio. Bien que le pianiste Ray Manzarek ait joué de la basse sur scène, le groupe a fait appel à des musiciens de studio pour enregistrer ses disques avec la basse. La raison de ce choix était que Manzarek était convaincu que la basse de son piano n'avait pas l'articulation requise pour des enregistrements professionnels. Bien que Douglas Lubone ait été le bassiste de Strange Days et des deux albums suivants, le groupe a alterné les bassistes et a souvent fait appel à de nombreux interprètes sur un même disque. De nombreux musiciens célèbres, tels que Kerry Magnus, Leroy Vinnegar, Harvey Brooks, Ray Neapolitan, Lonnie Mack, Jerry Scheff, Jack Conrad, Chris Etheridge, Charles Larky et Leland Sklar ont joué de la basse sur des albums des Doors. D'autre part, la carrière musicale du groupe a été marquée par plusieurs moments de controverse. Derrière cet échec, il y a une série d'événements qui ont provoqué une controverse publique. Comment s'est déroulé le parcours musical controversé de The Doors? Découvrons la vérité derrière le célèbre mur. Un parcours musical controversé. Le 9 décembre 1967, lors d'un concert de rock au New Haven Arena, dans le Connecticut, il s'est passé quelque chose qui restera dans l'histoire comme un événement tristement célèbre. Un policier a trouvé Jim Morrison et une fan dans une cabine de douche des toilettes avant le concert, où ils étaient en train de discuter ou de s'embrasser. Le policier, qui ne savait pas que Morrison était le chanteur principal du groupe, leur a dit de sortir de là. En réponse au Eat It rebelle de Morrison, le policier a menacé d'utiliser des gaz lacrymogènes. Il l'a fait lorsque Morrison a continué à lui manquer de respect et a réitéré son défi. Ce qui s'est passé ensuite est assez discutable en termes de détails précis. No one here gets out alive affirme que Morrison a été le seul à être visé par le gaz lacrymogène, tandis que la supportrice s'est enfuie. Morrison et la fan auraient été aspergés. Selon le récit de Ray Manzarek, Morrison devient le premier musicien de rock à être arrêté lors d'un concert. Quels que soient les détails de l'incident, qui s'est rapidement aggravé et a abouti à son arrestation pendant qu'il jouait. Le concert principal des Doors est reporté en raison des conséquences de l'incident avec le policier qui s'est produit en coulisses. Morrison a eu besoin d'1 heure pour se remettre des effets de la bombe lacrymogène, et le groupe n'est donc monté sur scène qu'1 heure plus tard que prévu. Néanmoins, l'animosité de Morrison à l'égard de la police a persisté, toujours déterminé à engager des poursuites. Les policiers encerclent le visage de Morrison et le poussent à parler. La représentation s'est terminée de manière abrupte et chaotique, Morrison ayant été expulsé de la scène par la police à la suite de ce geste provocateur.
La combinaison du retard du début du spectacle et de la performance explosive de Morrison a fait chavirer la foule. Néanmoins, l'affaire a été rapidement résolue et Morrison a été appréhendé. Morrison est arrêté et inculpé d'indécence, d'obscénité publique et d'instigation à des troubles au poste de police. 3 journalistes présents sur les lieux ont également été placés en détention. Mais après quelques semaines, l'accusation a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour engager des poursuites contre Morrison et les journalistes. La tension monte pendant la production du 3e album des Doors en avril 1968. L'alcoolisme croissant de Jim Morrison pose un problème majeur, et l'œuvre expérimentale de 17 minutes du groupe, Celebration of the Lizard, est rejetée par le producteur Paul Rothchild, qui estime qu'elle n'est pas économiquement réalisable. Malgré tout, la célébrité du groupe monte en flèche et le groupe donne une série de concerts en plein air où des tensions éclatent entre la foule et la police. L'un des plus célèbres étant celui de mai 1968 au Chicago Coliseum. Sans se laisser décourager par les pressions internes et externes, le groupe a continué à évoluer sur le plan créatif. Comment ont-ils évolué? Comment les Doors ont-ils fait face à l'adversité? Découvrez comment un groupe légendaire y parvient. Le succès et la controverse du 3e album, Waiting for the Sun, leur 3e album studio, est devenu leur seul disque à figurer en tête des ventes d'albums aux États-Unis, incluse à l'origine dans leur démo de 1965. La chanson Hello, I Love You est devenue leur 2e succès numéro 1 aux États-Unis. Néanmoins, la publication de la chanson a suscité une certaine controverse, en raison de similitudes structurelles et mélodiques. L'éditeur du tube des Kinks de 1964, All Day and All of the Night, a accusé les Doors de violation des droits d'auteur. Les Kinks ont réfléchi à la possibilité d'intenter une action en justice, mais ont finalement choisi de ne pas le faire. Hello, I Love You reste un grand succès pour les Doors, même après la controverse qui l'entoure. En septembre 1968, les Doors entament leur première tournée à l'étranger, se produisant dans toute l'Europe. Ils donnent de nombreux concerts, dont un spectaculaire au Roundhouse de Londres, et tiennent une conférence de presse à l'ICA Gallery de la ville. Granada TV a relaté ce voyage dans une émission intitulée « The Doors are Open », les portes sont ouvertes, qui a été diffusée en DVD. Pendant la tournée européenne du groupe, Morrison s'est évanoui sur scène lors d'un concert à Amsterdam en raison de sa forte consommation de drogue. De retour aux États-Unis, les Doors poursuivent leur tournée pour 9 dates supplémentaires avant de commencer l'enregistrement de leur 4e album studio en novembre. Sorti au début de 1969, la chanson Touch Me a atteint la première place du Cashbox Top 100 et la 3e du Billboard Hot 100, couronnant ainsi une année couronnée de succès. C'est la 3e et dernière chanson du groupe à atteindre la première place aux États-Unis. Au sommet, The Doors se retrouve une fois de plus au centre d'une controverse bruyante, à l'occasion d'un concert. Comment l'événement s'est-il déroulé? La cause était-elle toujours Morrison? Ou y avait-il une autre raison? Suivons l'histoire. Le fameux concert, étape emblématique de la carrière du groupe. Le tristement célèbre concert du 1er mars 1969 au Dinner Key Hall de Miami a failli condamner The Doors en raison de la controverse qui l'a entouré. Il s'agit d'une tempête parfaite de surpopulation, de manque de sensibilisation, d'alcoolisme excessif de Jim Morrison et de retard de vol. L'événement est retardé, la foule attendant près d'1 heure avant qu'il ne commence, et un public déjà mécontent est encore plus mécontent à cause de la surpopulation. Morrison, influencé par le groupe de théâtre expérimental The Living et son approche agressive, monté sur scène en état d'ébriété et livre une performance explosive et désorganisée. Il agite la foule en alternant les insultes et les appels à l'aide, envoyant des messages contradictoires d'amour et de haine. La situation, déjà tendue, s'est encore aggravée lorsque ses actions erratiques et ses propos incohérents ont alimenté la colère de la foule. Qu'allez-vous faire? C'est ce que Morrison n'a cessé de crier tout au long de son spectacle. Il a défié le public de se taire et l'a encouragé à réagir. Pour jeter de l'huile sur le feu, il les traite de putains d'idiots et de esclaves, ce qui ne fait qu'accroître la tension déjà élevée. Une poudrière émotionnelle déjà volatile était sur le point d'exploser à tout moment, en raison de cette performance agressive qui s'ajoutait à une situation déjà inconfortable. Les Doors atteignent un tournant avec leur performance à Miami.
alors que le comportement de Morrison devient plus imprévisible et qu'il cherche à repousser les limites de l'expression créative, cela marque une évolution vers des performances plus agressives et controversées. Certains y voient une déclaration créative audacieuse, tandis que d'autres considèrent que l'avenir du groupe est menacé en raison de leur insouciance et de leur témérité. Alors que les Doors entament leur deuxième chanson, Touch Me, lors de l'événement de Miami, la situation devient encore plus incontrôlable. Morrison, ivre et provocateur, a commencé à crier des protestations, ce qui a conduit à la rupture brutale du groupe. Morrison, dans un acte de défi, saisit la casquette d'un policier et la jette dans la foule en colère. En représailles, le policier saisit le chapeau de Morrison et le lance dans la direction opposée, ce qui aggrave encore la situation déjà tendue. Le manager du groupe, Bill Siddons, a comparé la scène à une scène de cirque, avec un homme tirant un mouton et une foule en colère. Alors que les choses prenaient une tournure plus bizarre, Morrison a enlevé sa chemise parce que, selon le responsable de l'équipement, Vince Traynor, quelqu'un avait versé du champagne sur lui. Morrison a ensuite fait des gestes suggestifs de la main tout en portant sa chemise à son entrejambe, ce qui était un acte vraiment provocateur. Selon le récit ultérieur de Manzarek, l'événement ressemblait à une hallucination religieuse de masse. L'enthousiasme du public et le comportement de Morrison contribuant à une scène irréelle et chaotique. Quelles ont été les conséquences du manque de maîtrise de soi de Morrison? Individuellement et collectivement, elles ont été lourdes de conséquences. Vous pouvez probablement le deviner. Les conséquences du concert. Le concert a eu des effets immédiats et dévastateurs. Dans un mandat déposé le 5 mars, Morrison est accusé par le bureau du shérif du comté de Dade d'attentat à la pudeur, d'obscénité publique, de s'être produit en état d'ébriété et d'avoir simulé des rapports sexuels oraux sur scène avec Krieger. Morrison a refusé une négociation de peine qui aurait permis aux Doors de se produire gratuitement à Miami. À la suite de sa condamnation, il a reçu une amende de $500, 6 mois de travaux forcés et une peine de prison. Mais Morrison était libre de faire appel de sa condamnation, et il est mort avant que l'affaire ne soit réglée au tribunal. En 2007, le gouverneur de Floride, Charlie Crist, a proposé de gracier Morrison afin de l'absoudre après sa mort. En décembre 2010, l'absence de preuves réelles à l'appui des allégations de Morrison a été reconnue, et la grâce a été accordée. Malgré tout, la controverse entourant le concert des Doors à Miami fera toujours partie intégrante de leur réputation. Au fil de l'année 1969, des fissures commencent à apparaître dans la fondation des Doors, comme il était inévitable qu'elles le fassent après toute cette controverse. Quelles sont ces fissures? Voyons comment elles ont affecté le groupe. Des fissures dans la fondation des Doors. Morrison voulait quitter le groupe parce qu'il était de plus en plus désillusionné par son statut de rockstar et par sa consommation d'alcool. Mais le claviériste du groupe, Ray Manzarek, l'a convaincu de rester 6 mois de plus afin qu'ils puissent enregistrer The Soft Parade, leur prochain album. The Soft Parade, qui sort en juillet 1969, est un énorme changement par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant. Paul Rothchild, le producteur de l'album, a entendu d'autres groupes jouer avec un son similaire et a suggéré l'utilisation de cuivre et d'arrangements de cordes. Bien que Densmore et Manzarek, influencés par le jazz, aient adopté le concept avec enthousiasme, Morrison s'est opposé à l'utilisation de parties orchestrales dans sa musique. Touch Me, le premier single, illustre l'exploration du groupe dans de nouveaux domaines musicaux, en mettant en avant les talents de saxophoniste de Curtis Amy. Certains critiques estiment cependant que le groupe a compromis son intégrité musicale dans sa recherche d'un son plus large par le biais de l'expérimentation. Après que Morrison eut refusé d'interpréter Tell All the People de Krieger, le désarroi créatif du groupe fut encore exacerbé par l'ajout de crédits d'auteurs individuels, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Morrison devenant de plus en plus alcoolique, les sessions d'enregistrement s'éternisent et le groupe est au bord de la rupture tant il est difficile de collaborer avec lui. Leur 4e album consécutif, The Soft Parade, est un triomphe financier malgré ses conflits internes et les critiques extérieures. Mais les critiques de l'album ont montré à quel point il était difficile pour le groupe de changer tout en restant lui-même. Les conflits internes et les désaccords artistiques des Doors persisteront pendant des années, jusqu'à la mort prématurée de Morrison en 1971. Malgré le succès de Touch Me, les Doors ne sont pas à l'abri de nouvelles turbulences.
Que s'est-il passé ensuite? La réponse est ici. Les tempêtes qui ont suivi le succès de Touch Me. Une fois de plus, Jim Morrison se trouve confronté à des problèmes judiciaires en novembre 1969, alors que le groupe est en train de produire son 5e album. Intitulé Morrison Hotel, Morrison et son compagnon Tom Baker sont accusés de harcèlement envers le personnel de la compagnie aérienne et d'ivresse publique alors qu'ils se rendent à Phoenix, en Arizona, pour assister à un concert des Rolling Stones. Le spectacle devait avoir lieu à Phoenix. Le groupe a été soumis à une grande quantité de stress et d'incertitude à la suite de ces allégations, qui comportaient la possibilité d'une condamnation à 10 ans de prison fédérale. Un témoin crucial se rétracta en avril 1970, déclarant qu'elle avait confondu Morrison et Baker. Ce retournement de situation est heureux et entraîne l'abandon des poursuites. Le 5e album du groupe, intitulé Morrison Hotel, présente un style blues rock stable qui rappelle les travaux antérieurs du groupe. Le groupe revient ainsi à ses débuts, en peu de temps. La chanson Roadhouse Blues, qui ouvre l'album, est devenue l'une des préférées des fans et des radios de rock classique. En atteignant la 4e place aux États-Unis et en renouvelant leur réputation auprès de leurs fans et de la presse rock, l'album est un triomphe financier et critique. Il a également atteint la 4e place aux États-Unis. L'album Morrison Hotel de The Doors a été accueilli par les critiques comme un retour au son précédent du groupe. Le rédacteur en chef de Cream Magazine, Dave Marsh, l'a qualifié de « rock and roll le plus terrifiant que j'ai jamais entendu », tandis que Rock Magazine l'a qualifié d'album le plus audacieux et le plus abouti du groupe à ce jour. Ces deux affirmations sont sans aucun doute vraies. En effet, Circus Magazine est allé jusqu'à proclamer qu'il s'agissait de l'un des meilleurs albums publiés au cours de cette décennie, ainsi que sans doute du meilleur album que les Doors aient réalisé à ce jour en termes de bon hard evil rock et de bon hard rock. L'album a également permis à Morrison de retrouver son statut de principal auteur-compositeur du groupe, puisqu'il a composé ou coécrit toutes les chansons de l'album. Les fans et les critiques ont été touchés par le ton brut et bluesy de l'album. Quai, associé à la renaissance créative, a rendu le disque inoubliable. Des prises de vue et des versions alternatives de chansons telles que The Spy et Roadhouse Blues ont été incluses dans la réédition de Morrison Hotel, qui a été publiée pour commémorer le 40e anniversaire de l'album. Des artistes de renom tels que Lonnie Mack et John Sebastian ont contribué à l'album, renforçant ainsi son statut de classique. The Doors sortent leur premier album live, intitulé Live, en juillet 1970. L'album a atteint sa meilleure position dans les charts, à la 8e place. Après un certain temps, le producteur Paul Rothschild a révélé que l'album était une compilation minutieuse d'enregistrements réalisés lors de diverses représentations. Pour créer une expérience d'écoute unifiée, l'album a fait l'objet de plus de 2000 éditions. Celebration of the Lizard. Un poème épique transformé en chanson qui était auparavant considéré comme trop expérimental pour être enregistré en studio. Figure également sur Absolutely Live, qui constitue la première sortie officielle de l'œuvre. Les Doors ont pu donner un grand nombre de concerts aux États-Unis, au Mexique et au Canada après l'événement survenu à Miami. Et so, bien qu'ils aient été soumis à des restrictions de fait dans certaines villes américaines conservatrices, ainsi qu'à de nouvelles interdictions à Salt Lake City et à Detroit, à la suite de concerts houleux. Ils ont également pu faire une apparition importante au Festival de l'île de White en août 1970, où ils se sont produits avec une grande variété d'artistes. Leur tournée Roadhouse Blues s'est achevée avec ce concert, qui était leur dernière étape. Dans le cadre des festivités commémorant son 27e anniversaire, Morrison enregistre une autre séance de poésie le 8 décembre 1970. Une partie de cette séance sera incluse dans l'album An American Prayer, qui sortira en 1968. Les membres du groupe encore en vie ont contribué à l'accompagnement musical du CD. La famille Courson est toujours propriétaire des enregistrements originaux de la séance d'enregistrement. Immédiatement après la séance de poésie, les Doors entament une courte tournée pour promouvoir leur album à venir. Cependant, la tournée ne comprendra que 3 concerts. Le 11 décembre, ils donnent 2 concerts à Dallas. Puis le 12 décembre 1970, ils donnent ce qui sera tragiquement leur dernière prestation publique avec Morrison au Warehouse de la Nouvelle-Orléans. Le concert de la Nouvelle-Orléans a été marqué par l'effondrement apparent de Morrison alors qu'il se produisait sur scène. Avant de s'évanouir et de refuser de terminer son numéro,
Il a fracassé à plusieurs reprises le microphone contre le sol de la scène, endommageant ainsi la plateforme. Cela s'est produit au milieu du concert. À cause de ce comportement autodestructeur, les membres survivants du groupe, Densmore, Manzarek et Krieger, ont été contraints de prendre la décision difficile d'arrêter de se produire sur scène. Un tournant dans la trajectoire du groupe a été signalé par le fait qu'ils sont parvenus à un consensus sur le fait que Morrison n'était plus physiquement capable de faire des tournées. Le talent éclipsant le scandale, The Doors continue de s'affirmer dans les succès suivants. Quel est ce succès? Peut-il ramener le groupe à l'âge d'or? À voir. Un tournant dans la trajectoire du groupe. Malgré les difficultés et les controverses qui les entourent, les Doors persistent et se concentrent sur la production de leur prochain album, intitulé L.A. Woman. Après une période d'expérimentation de la parade douce, cet album, enregistré à Los Angeles en 1971, marque une rupture avec cette expérimentation et un retour aux racines blues rock du groupe. Avec l'arrivée du guitariste rythmique Mark Beno et du bassiste Jerry Scheff, connu pour son travail avec Elvis Presley, le groupe a pu créer un son brut et fort, qui a touché le cœur de ses fans. Bien que L.A. Woman n'ait pas atteint le sommet des charts, atteignant sa position la plus élevée sur le Billboard 200 à la 9e place, il est devenu leur deuxième album studio le plus vendu. Leur premier album étant le seul à le dépasser, Love Her Madly, et la chanson-titre. Toutes deux devenues des incontournables de la radio rock classique, ont été les moteurs du succès de l'album, qui a été alimenté par deux chansons classées dans le top 20. Le dernier single, Riders on the Storm, caractérisé par sa mélodie inquiétante et son ambiance éthérée, a également atteint une stature iconique et a été accepté au Grammy Hall of Fame. L'enregistrement de l'album L.A. Woman s'est heurté à plusieurs obstacles. Paul Rothchild, le producteur de longue date du groupe, était en désaccord avec le groupe, et il s'est moqué de leurs efforts en les qualifiant de musique de bar à cocktail. Le groupe décide alors de se retirer du projet. Aux côtés des membres du groupe, Bruce Botnick, qui était l'ingénieur du son du groupe, a pris le relais pour terminer la production. L.A. Woman apparaît comme un disque fort et unifié, démontrant la concentration et le dynamisme retrouvés du groupe, malgré les difficultés rencontrées. D'un autre côté, la sortie du disque a été assombrie par un terrible concours de circonstances. Malheureusement, le groupe légendaire continue de faire face à un autre événement malheureux. C'est fou, non? Réfléchissez et imaginez. Événement tragique. Après avoir déménagé à Paris avec son amante Pamela Courson le 11 mars 1971, Jim Morrison cherchait à changer d'air et luttait contre ses démons intérieurs. Morrison vit sa nouvelle vie depuis un certain temps lorsqu'il est découvert mort dans sa baignoire le 3 juillet. Bien que sa mort et ses circonstances soient encore inconnues, une insuffisance cardiaque a été enregistrée comme cause officielle du décès. Le monde entier a été horrifié par la mort de Morrison à l'âge de 27 ans, mettant fin à une période pour les Doors. Comme le veut son caractère mystérieux et littéraire, il a été enterré dans le coin des poètes à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Pamela Courson, qui était son amante à l'époque, est morte tragiquement en 1974 à l'âge de 27 ans, assombrissant encore l'héritage du groupe. Certains y verront une triste disparition, tandis que d'autres, comme Henry Rollins, y verront un heureux concours de circonstances qui leur a évité d'avoir à s'adapter aux nouvelles tendances musicales des années 1970. En particulier l'avènement du disco. Comment le parcours de The Doors va-t-il se dérouler après la mort de Morrison? Quelles décisions ont été prises par les membres restants? C'est ce que nous allons découvrir. Le parcours de The Doors après la mort de Morrison. Lorsque Morrison est décédé, les membres survivants du groupe ont d'abord réfléchi à la manière de remplacer leur dynamique chanteur. Après avoir envisagé Paul McCartney et Iggy Pop comme remplaçants possibles, Krieger et Manzarek ont choisi de chanter eux-mêmes. Other Voices. Leur premier album en tant que trio, sort en août 1971, Tightrope Ride. La chanson phare de l'album passe un peu à la radio mais n'atteint pas le succès économique des précédents albums du groupe. Cela n'empêche pas le groupe d'emmener des musiciens supplémentaires en tournée et de se produire dans toute l'Europe et aux États-Unis. En 1972, ils enregistrent leur prochain album, Full Circle, qui sort en août de la même année. Jack Conrad, basse, et Bobby Ray Henson, guitare rythmique, sont recrutés pour cette tournée. Conrad avait déjà joué sur Full Circle et Other Voices. Malgré le fait que l'album s'éloigne de leur son habituel,
qui comprend du funk et du jazz, il n'a pas connu de succès financier, tombant à plat comme tous leurs autres albums avec Morrison. Même s'ils ont essayé de continuer à se produire en trio, les Doors n'ont jamais vraiment décollé sans Morrison. Sa voix caractéristique et son charisme étaient absents, et c'était trop difficile à surmonter. Les Doors se sont officiellement dissous en 1973, après avoir terminé leurs contrats avec Elektra Records, disant au revoir à une période de l'histoire de la musique rock. C'est triste pour une légende de la musique. Mais Robbie Krieger ne s'est pas laissé abattre par la tristesse. Il a choisi de continuer et s'est trouvé une nouvelle voie musicale. Comment Robbie Krieger va-t-il aller de l'avant? Voyons comment un talent s'élève. La nouvelle voix de Robbie Krieger après la dissolution des Doors. Après la dissolution des Doors en 1973, Robbie Krieger a continué à jouer de la musique en rejoignant le Butts Band avec John Densmore, qui était également membre des Doors. Malgré le manque de succès commercial du groupe, Krieger a pu y poursuivre ses nombreux intérêts musicaux. Dans les années 70 à 81, il a publié une série d'albums solo explorant le jazz fusion. Daunt Versions, 1982, Robbie Krieger, 1985, et No Habla, 1989, Robbie Krieger and Friends. Son premier album solo est sorti en 1967. Krieger a travaillé avec le groupe de Los Angeles The Acid Casualties en 1942, prêtant ses talents de guitariste à 4 chansons sur Panic Station. Son désir d'expérimenter des styles autres que le rock pour lequel les Doors étaient connus s'est pleinement manifesté dans ce partenariat. Waylon Krieger, le fils de Krieger, joue de la guitare dans le Robbie Krieger Band qu'il a créé en 1991. Barry Oakley Jr. assure la basse et le chant. Dale Alexander joue des claviers et Ray Melbaum de la batterie. Ce nouveau projet lui permet de démontrer ses talents d'auteur et d'approfondir sa personnalité musicale. En 2000, Krieger sort Cinematics, un album de fusion instrumentale où sont invités les célèbres musiciens Edgar Winter et Billy Cobham, poursuivant ainsi ses explorations artistiques. Cet album est une vitrine des prouesses de Krieger à la guitare et de sa capacité à harmoniser de nombreux styles musicaux. Une nouvelle version des Doors, avec Ian Astbury du groupe Cult comme chanteur, a été formée en 2002 lorsque Krieger et Manzarek se sont réunis pour créer les Doors du 21e siècle. Ajoutant son flair et son intensité aux célèbres chansons du groupe, Astbury a donné un nouveau souffle aux chansons du Cult. Il a enregistré Touch Me en tant qu'artiste solo et a joué Wild Child sur l'album hommage Stoned Immaculate, The Music of the Doors. Un CD live de ses interprétations et de celle d'Eric Burdon des chansons des Doors, dont Backdoor Man et Roadhouse Blues, a été publié en 2008 sous le titre Live at the Ventura Beach, California. The Roadhouse Rebels était un projet parallèle en trio de Krieger en 2012, avec le claviériste Steve Mollitz et le bassiste John Avila. Joe Magistro les a rejoints à la batterie et Rich Robinson. Ils se sont arrêtés à Denver, dans le Minnesota et à Los Angeles au cours de leur tournée. Grâce à divers projets et collaborations, le parcours musical de Krieger se poursuit. Il s'est produit au Beacon Theatre de New York en 2013 avec le groupe de rock sudiste Gov't Mule. Il a également lancé la première balle lors d'un match des Dodgers en 2017, rendant ainsi hommage à son héritage à Los Angeles. En 2018, Krieger a fait une apparition inattendue au Hollywood Palladium, en interprétant Rooster, une chanson à succès d'Alice in Chains. Le talent et la polyvalence de Krieger ont été pleinement mis en évidence dans ce partenariat surprenant, qui a renforcé sa base de fans toujours croissante. Après s'être imposé comme une figure de proue de l'industrie musicale, Krieger a lancé son album solo The Ritual Begins at Sundown en 2020. Il y a eu l'événement d'intronisation à l'Asian Hall of Fame où lui et Mackie May ont été honorés en tant que tête d'affiche. En 2020, Krieger a commencé à poster des leçons de guitare pour différentes chansons des Doors sur la page YouTube officielle du groupe, partageant ses connaissances et son amour de la musique avec le monde entier. Grâce à ce programme, des guitaristes en herbe ont pu étudier avec lui et apprendre à jouer comme lui. Avec le musicien et auteur Jeff Aloulis, Krieger a publié son autobiographie Set the Night on Fire, Living, Dying, and Playing Guitar with the Doors in 2021. Cette autobiographie explore sa vie en dehors des Doors, ses réflexions sur le monde de la musique et ses expériences en tant que musicien. En 2022, Krieger met en vente la maison unique de Bel Air, en Californie, qu'il a fait construire sur mesure pour la somme sans précédent de 13,9 millions de dollars.
avec un terrain de 1,4 hectares, une surface habitable de 6600 pieds carrés, une piscine et un spa somptueux. Cette maison est vraiment remarquable. L'histoire de ce manoir, qui a appartenu à des célébrités, est intéressante. Il s'agit de l'ancienne demeure du chanteur de Limp Bizkit, Fred Durst. Que pensez-vous de la raison de la rupture de The Door? Cette rupture vous donne-t-elle des regrets? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos intéressantes.